Bonjour à tous et nous sommes très heureux avec Jérôme de vous retrouver pour ce troisième webinaire d'une série que nous avons lancée pendant le confinement et en cours de ce déconfinement, intitulée Donner du sens et de l'énergie à notre engagement professionnel. J'ai la joie donc d'être avec Jérôme Audon aujourd'hui, fondateur de notre cabinet ADO Conseil, et Emeline Simondet également qui animera le chat aujourd'hui. Je suis par ailleurs Tiffaine Lebrasidec, consultante sur les champs de l'emploi, du handicap, de l'inclusion, de la fragilité et du bien-être au travail, thématique que nous allons aborder aujourd'hui. Cette période a été un petit peu particulière pour tout un chacun, une période de bouleversement, je pense assez propice à la réflexion sur à la fois notre société et puis également un temps qui nous a été donné pour réfléchir au sens que l'on souhaite donner à sa vie finalement. On n'a pas tous vécu cette période de la même manière et nous n'avons pas vécu la même chose. En tout cas, on pense de notre côté qu'il serait dommage que la reprise ne soit pas l'occasion au moins de s'interroger sur ce qui est vraiment important pour chacun de nous, pour chacune de nos équipes et pour le collectif. Et donc, à travers ce troisième webinaire, nous vous proposons d'aller un petit peu plus loin encore que les deux éditions précédentes. Et à partir de ce vécu, à partir de notre expérience de ces dernières semaines, il s'agira d'identifier les leviers qui vont nous permettre d'agir, en tout cas, pour ce qui est important pour nous. Bonjour Jérôme, et peut-être qu'on peut revenir sur ce qu'on a vécu ensemble déjà dans les deux précédentes éditions. Absolument. Bonjour à tous. Bonjour Tiffaine. Eh bien, effectivement, lors des deux premières éditions, nous avions parcouru un certain nombre de sujets qui nous semblaient importants de mettre en amont de ce webinaire d'aujourd'hui. Alors, le premier sujet, c'était programmer et cultiver notre bonne humeur. C'était notre premier webinaire au cours duquel nous avons d'abord planté un peu le décor. La question du bien-être, c'est d'abord une question de posture individuelle. Nous avons découvert que nous n'étions pas tous dotés des mêmes prédispositions naturelles, mais que nous avions bien une marge de manœuvre importante pour construire ce bien-être. Et notamment, nous avons pu parcourir un certain nombre d'éléments structurants, par exemple, qu'il nous fallait cultiver 5 aptitudes ou positives, enfin en tout cas appelées telles quelles dans ce fameux modèle PERMA. Donc, parmi les 5 aptitudes, enfin en tout cas dans les 5 aptitudes, il y a les émotions positives. Nous avons travaillé pas mal là-dessus, l'engagement, la relation de qualité, le sens que nous donnons à notre vie, et puis ensuite l'accomplissement. Et puis aussi, nous avons découvert que nous devions prendre du recul le plus souvent possible pour ne pas nous laisser envahir par l'urgence, souvent supposée davantage que réelle. Ensuite, nous avons fait quelques exercices de respiration parce que comment prendre du recul? Eh bien, ça passe par le fait de s'entraîner sur un certain nombre de choses, donc exercices de respiration, étirement, méditation. Nous avons aussi évoqué le fait que c'était utile entre deux tâches, et notamment quand celle-ci nous demande de la concentration, de prendre 2 minutes pour mettre notre cerveau en mode ralenti. Et puis en le faisant, nous avons découvert que nous parvenions à mieux nous booster en tout cas en énergie positive, et du coup à reprendre la main sur notre quotidien. Voilà, ça c'était le premier webinaire. Le deuxième s'intitulait Faire alliance avec notre cerveau, et il traitait en particulier des biais cognitifs, et nous avons découvert comment ils étaient susceptibles de pouvoir fausser notre perception en utilisant trop souvent notamment notre système réflexe, qu'on a appelé le système 1, nous prenons de mauvaises décisions. Et passer par le système 2, en particulier par le raisonnement motivé, requiert de prendre conscience de notre système de croyance. Et nous avons développé notamment les concepts de locus interne et de locus externe, qui sont un peu les voies habituelles que nous prenons, notamment quand nous sommes peut-être un peu en période de stress. Et puis, nous avons aussi évoqué le fait que c'était utile de soumettre nos doutes à d'autres et de le faire dès le début d'une démarche d'objectivation. Quand nous étions peut-être un peu trop acculés pour prendre des décisions rapides, eh bien, aller voir d'autres personnes et leur demander de considérer aussi peut-être cette réflexion que nous avons et qui est le préalable peut-être d'une décision, c'est important. Ces principes de décision collective également nous permettent d'être plus intelligents et plus rationnels. Donc, en effet, vous pouvez retrouver ces replays sur le site internet et aujourd'hui, en tout cas, nous sommes en direct, nous sommes déjà 150. On vous remercie d'être présents avec nous en cette période assez animée.
La thématique du jour, donc, mieux nous aligner à nous-mêmes pour améliorer notre bien-être. Cette heure que nous allons passer ensemble a pour objectif de nous faire réfléchir sur notre faculté à nous épanouir dans notre vie et notamment particulièrement dans notre travail, puisqu'on y passe un certain temps. Nous essaierons, tout au long de ce webinaire, dans un premier temps, de voir si les contraintes de notre environnement sont un facteur suffisant pour nous empêcher de nous réaliser individuellement. Et nous identifierons ensuite les leviers que nous pouvons et que nous devons actionner pour être des acteurs heureux de notre vie. Et donc ensuite, tout au long de cette séquence, vous pouvez bien sûr poser vos questions sur l'onglet questions ou sur l'onglet chat. En tout cas, en dernière partie, on restera connecté pour enrichir ces analyses et ces réflexions de vos contributions. Alors, entamons cette première partie qui a pour objectif finalement de mieux nous connaître, mieux comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Peut-être que nous pouvons commencer par vous interroger via un sondage sur ce que vous attendez de ce webinaire, bien sûr, mais aussi comment vous qualifiez votre niveau de réalisation dans votre travail et plus largement dans votre vie. Ces questions nous semblent être des points d'ancrage nécessaires si nous voulons ensemble ensuite cheminer tout au long de ce webinaire. Alors voici donc ce premier sondage que vous devez voir apparaître pour prendre notre température collective. Voilà, donc si vous voyez apparaître également dans l'onglet sondage, vous aviez une première question. Diriez-vous que votre travail est le principal lieu de votre réalisation personnelle ? Souhaiteriez-vous pouvoir vous épanouir davantage dans votre travail? Et cela dit, pour pouvoir vous épanouir pleinement au travail, que souhaiteriez-vous voir changer en premier lieu avec des réponses multiples, qui vous sont proposées, notamment votre job actuel, la qualité de la relation avec votre hiérarchie, la qualité de la relation avec vos collègues, l'organisation du travail, l'intérêt des missions qui vous sont proposées, la confiance qui vous est faite, la confiance que vous vous faites. Voilà, qu'est-ce qui vous semble être prioritaire par rapport à ça? On voit déjà que ça défile à toute allure, hein. Merci pour vos réponses. Ceux qui n'auraient pas vu encore les questions, c'est dans l'onglet sondage à la droite de votre écran normalement. Peut-être qu'on peut commenter les résultats. Je ne crois pas que les participants aient accès aux résultats en direct. Alors, on pourra peut-être les afficher. En tout cas, pour la première question, diriez-vous que votre travail est le principal lieu de votre réalisation personnelle? Vous êtes 51%, 40% à dire oui et parfois. Oui, absolument 9. Donc voilà, certains semblent avoir trouvé leur voie. Et puis, vous êtes quand même assez nombreux. 30% à dire non pas vraiment ou non pas du tout, 3% et ça monte encore, donc 31, 34, voilà, 34%. C'est aussi la raison évidemment de la réalisation de ces webinaires. Ça, c'était pour la première question. Ouais. Sur la deuxième question, souhaiteriez-vous pouvoir vous épanouir davantage dans votre travail? Vous dites que oui, vous en ressentez vraiment le besoin, 74% d'entre vous, de vous épanouir davantage. Donc, c'est un vrai sujet. Et puis, enfin, sur les dernières questions, pour pouvoir vous épanouir pleinement au travail, que souhaiteriez-vous voir changer en premier lieu? Eh bien, vous êtes un peu à égalité, c'est-à-dire à 25 ou 26% à dire l'organisation du travail et l'intérêt des missions qui vous sont proposées. Mais vous êtes aussi quelques-uns à vous dire il faut que je me fasse davantage confiance. Voilà, la confiance que vous faites, vous êtes 20%. Et vous avez ensuite la qualité de la relation avec votre hiérarchie. On comprend que cette relation est importante, effectivement, dans votre capacité à vous réaliser. Voilà, quelques éléments pour dire qu'effectivement, la question du bien-être au travail est une question qui interroge plus largement, notamment, bien sûr, votre propre posture individuelle, vous répondez à ça, mais aussi interroge peut-être votre alignement, et c'est bien le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, Stéphane. Oui, absolument. On voit aussi la confiance que vous faites, 21% des réponses. Donc, on voit que c'est peut-être un levier sur lequel on peut jouer. En tout cas, notre première question qu'on souhaitait soumettre,
c'était pour commencer ce webinaire, est-ce qu'on a la possibilité donc de prendre la main sur notre bien-être et d'agir finalement sur notre environnement? Et on souhaitait donc vous faire part de quelques constats, nous qui travaillons régulièrement avec divers acteurs de l'emploi notamment. On peut d'abord constater que le travail, c'est un lieu de réalisation de soi. On y passe quand même pas mal de temps dans notre journée et ça devrait être en principe, en tout cas notre quête individuelle et également collective, même s'il n'y a pas que ça dans la vie, mais on y consacre une partie prédominante de notre temps. Et ensuite, nous sommes dans une civilisation, une société d'assez large opulence. Et donc finalement, une fois que les besoins primaires sont couverts, en tout cas pour une partie d'entre nous, rechercher le bien-être des citoyens devrait être érigé comme objectif principal des politiques publiques. C'est ce que l'auteur Tal Ben-Shahar, dont on vous parlera plus tard, appelle le capital suprême. Mais finalement, on s'aperçoit également que notre société, notre modèle qu'on a choisi collectivement, en tout cas qui est érigé aujourd'hui, fait du travail un lieu d'effort, un lieu d'abnégation. Et d'ailleurs, on se dit souvent à nos proches, à nos amis, allez, bon courage quand on part au travail le matin. C'est vrai, reconnaissons que même si de nouveaux modèles, de nouvelles formes d'organisation émergent progressivement, la qualité de vie au travail, dans son appellation, ça demeure quand même surtout le moyen d'obtenir des salariés qui soient plus efficaces. L'objectif principal, on pourrait dire que ça reste quand même celui de la rentabilité, peut-être même de la hauteur des dividendes que l'on va parvenir à servir aux actionnaires. Ne nous trompons pas non plus sur l'enjeu des économies d'échelle pour lequel on est sollicité, ou la réduction des coûts, la standardisation des tâches. Et il nous faut en fait dans notre organisation aujourd'hui satisfaire le client à moindre coût, en lui proposant des services ou des produits de qualité constante, et puis remettre en permanence les efforts que nous avons pu réaliser au jeu de la concurrence, c'est-à-dire de la compétition. Entre nous, a priori, nous sommes quand même assez loin d'une priorité que nos politiques et notre engagement collectif donneraient au bien-être de notre humanité. Oui, et à partir d'ailleurs, Jérôme, de ces premiers constats, on va dire que dans ce modèle dominant de compétition, on comprend que les employeurs, qu'ils soient publics ou privés, recherchent les meilleures compétences. Des compétences et également des personnes qui sachent se conformer aux processus, aux procédures, aux différents protocoles qui sont mis en place, parce qu'en tout cas, on croit, je crois collectivement, qu'ils sont garants de l'efficacité, d'une certaine efficience. Oui, et ce faisant, en fait, il est ni plus ni moins demandé aux salariés de mettre sans doute la part la plus importante de leur potentiel de côté pour se fondre, voire se confondre à une fiche de poste. Celle-ci, elle est pensée pour optimiser les ressources humaines, mais elle est souvent figée en fait par l'organisation qui la sous-tend. Alors nous sommes évidemment peut-être réducteurs, caricaturaux dans la présentation que nous faisons dans ces premiers propos, mais observons par exemple les processus de recrutement que tu évoquais, Tiffaine. L'exercice ne consiste-t-il pas à se conformer à ce que l'employeur veut absolument trouver et faire ainsi la part belle au talent de comédien. On l'a évoqué dans un certain nombre de nos classes virtuelles ou de nos webinaires. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de personnes qui nous avaient rejoints. Vous m'avez déjà entendu dire ça. C'est vrai que les entretiens individuels, on a l'impression qu'ils sont davantage consacrés à la mise en valeur des qualités déployé par le salarié ou pas, ou se concentre-t-il surtout sur la manière de gommer ses défauts? Moi, je m'interroge par rapport à ces deux questions. Encore une fois, on a quand même l'impression qu'on est loin d'un système basé sur la confiance et l'authenticité. Oui, et du coup, c'est vrai que certains d'entre nous, dans ce contexte-là, ont vu un peu s'envoler leurs désirs profonds, et ont dû peut-être accepter de subir, en tout cas d'accepter un environnement de travail qui leur convient qu'à moitié. Et en fait, c'est ce que témoignent les résultats du sondage qu'on vient de faire, et puis les résultats du sondage qu'on avait fait également lors de la première édition, qui nous indique que en fait, 25% d'entre vous, je crois, nous disent finalement l'intérêt des missions qui me sont accordées. Voilà, j'aimerais pouvoir peut-être changer quelque chose là-dessus, ou en tout cas m'épanouir davantage. Donc, alors, est-ce pour autant, Tiffaine, à dire que ce sombre tableau des forces extérieures qu'on vient de présenter et qui s'exercent sur nous empêche de prendre en main notre bonheur? Eh bien, c'est vraiment l'enjeu et la question de ce webinaire.
Oui, absolument, hein. Le but, c'était pas forcément de dresser en effet un tableau sombre. En tout cas, c'était pas notre intention, hein. Je pense que ceux qui nous ont suivis jusque-là, savent qu'on est plutôt, en train d'essayer de donner des ressources. En tout cas, il n'en est rien. L'environnement, nous apprend une étude qu'on avait déjà communiquée, mais je trouve intéressant de rappeler, cela comme base. Les travaux de ces 3 chercheurs, Sonia Lyubomirsky, Ken Sheldon et David, Schkad, on conclut que finalement, on voit sur ce graphique, l'environnement extérieur, donc nos conditions, on va dire, de subsistance, ne joue que sur 10% de notre capacité à être heureux, de notre faculté de bien-être. On voit également, ce qui est ressorti de cette étude, c'est que 50% de notre bonheur, de ce qui compose en tout cas un peu notre bien-être au quotidien, est une prédisposition naturelle, c'est-à-dire la manière dont on a grandi, l'environnement dans lequel on a évolué, etc. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'ils ont mis en valeur que 40% de notre faculté à être heureux dépend de notre comportement individuel. C'est-à-dire on a une marge de manœuvre pour jouer sur ces 40%-là. Alors, qu'en faisons-nous? L'homme semble, hélas, avoir une fâcheuse tendance à préférer voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et d'ailleurs, chez ADO, nous sommes convaincus que notre bonheur se cultive jour après jour, dans la responsabilité individuelle, aussi dans son enrichissement collectif, se cultive, c'est-à-dire se travaille. Et notre quête, depuis le recrutement jusqu'à nos modes de travail un peu quotidiens, en passant par les entretiens individuels ou annuels, vise justement à faire fleurir le meilleur de nous-mêmes. Oui, c'est vrai que, en fait, depuis que je suis arrivée chez ADO, on peut peut-être prendre un petit exemple pour illustrer ça, mais c'est vrai que sur les entretiens, à la fois l'entretien de recrutement était un petit peu atypique avec un ping-pong de questions plutôt que voilà, un exposé d'expériences passées, mais également les entretiens annuels, on essaie de faire en sorte qu'il soit un échange sur, en tout cas, une recherche de ce qui nous épanouit le mieux. À la fois dans le passé, mais à la fois une recherche dans les prochains mois, qu'est-ce qu'on a envie de faire fleurir, qu'est-ce qu'on a envie sur quelles compétences, sur quelles forces on a envie de travailler dans les mois qui vont venir. Et c'est également cette réflexion-là, l'occasion collectivement de se dire quel rythme individuel et collectif, comment est-ce qu'on rend compatible le rythme individuel et collectif. Et c'est vrai que dans mon entretien annuel, finalement, plutôt qu'une augmentation, je me suis dit dégager du temps, c'est important aussi pour prendre soin de soi. Et donc finalement, on s'est accordé collectivement dans l'équipe pour dire qu'une demi-journée par semaine, finalement, plutôt qu'une augmentation, c'était aussi sympa. Et vous me direz peut-être que c'est possible dans une toute petite organisation, mais finalement, je vous fais ce témoignage aujourd'hui. Les personnes qui m'ont inspiré à le demander et à m'engager là-dedans travaillaient dans des grands groupes, donc comme quoi il n'y a pas forcément de règles. Alors justement, au cours de ce webinaire, nous allons ensemble découvrir ce que la psychologie positive nous apprend. Il nous appartient à chacun de choisir le bonheur ou pas, même si c'est facile à dire, vous allez voir que c'est possible de le faire. La démarche nécessite cependant de s'entraîner, de mettre en pratique ces enseignements, et nous allons vous proposer ça en deuxième partie de webinaire. Oui, absolument, mieux nous connaître, prendre notre vie en main. En tout cas, ça commence tout d'abord par prendre conscience de ce que nous sommes, de la manière dont nous avons l'habitude de fonctionner. C'est ce qu'on a abordé dans le deuxième webinaire sur les neurosciences. Et c'est ce qu'on va également aborder aujourd'hui, comment mieux nous connaître. C'est d'abord notre état de bien-être dépend des 5 situations qu'il est nécessaire de faire vivre en permanence. C'est le modèle PERMA qu'on avait déjà évoqué et sur lequel on reviendra. Alors, nous découvrirons que nous sommes tous uniques, spécifiques, mais ça, vous le savez déjà. Et du coup, ce qui fait sens pour nous n'est pas forcément identique pour chacun de nous, voire même rarement identique. Et pour ça, nous ferons référence à une grille qui est celle de Peterson et Seligman, qui présente 6 vertus et 24 qualités ou forces de caractère, et qui sont instructives à découvrir pour savoir en fait qu'est-ce que nous avons comme capacité à pouvoir nous réaliser pleinement en nous basant justement sur ces forces de caractère. On verra également que notre engagement est la résultante de la mise en œuvre de nos talents à partir aussi d'un niveau de défi de stimulation, c'est la notion de flow.
Oui, et puis nous terminerons cette partie en évoquant la confiance et la gratitude. Ce sont des leviers puissants d'une relation épanouissante. On entamera un tout petit peu ce qui sera ensuite évoqué dans ce quatrième webinaire. Voilà. Donc, en deuxième partie, nous vous invitons à découvrir comment nous mettre en route concrètement. C'est ça notre objectif sur ce chemin du bonheur par des exercices simples et répétitifs. On ne pourra pas tous les faire compte tenu du timing de ce webinaire, mais on vous invitera à les faire par la suite et il s'agira pour nous d'apprendre à nous transformer finalement de l'intérieur. Absolument. Pour commencer, peut-être également, on l'avait déjà présenté, mais c'est vrai que cette série de 4 webinaires nous permet de revenir sur les différents éléments qui composent le modèle PERMA, un modèle qui a été élaboré par Martin Seligman et qui met en valeur des leviers puissants sur lesquels on peut jouer pour favoriser son bien-être. Notre premier webinaire avait parlé des émotions positives. Aujourd'hui, on souhaite aborder notamment le sens que nous donnons à notre vie, notre accomplissement et notre engagement. Et le prochain webinaire, le dernier qui clôturera cette série, abordera les relations positives. Alors, tout d'abord, pour mieux nous connaître, alors on espère que ça apparaît bien, il y a pas mal de petits textes, on vous enverra dans tous les cas le support. Pour mieux nous connaître, une première clé, c'est d'investir sur nos forces de caractère, nos atouts plutôt que nos défauts. C'est ce que mettent en valeur Christopher Peterson et Martin Seligman. Ils ont créé cette classification des forces de caractère à partir de 6 vertus cardinales. En fait, elles correspondent aux traits positifs de notre personnalité, à ce qu'il y a finalement de meilleur en nous. Cette classification, c'est le fruit d'une recherche scientifique qui a été menée sur un grand échantillon et qui approfondit finalement les traits de caractère positifs qui existent, qui inventorie finalement les traits de caractère positifs à travers l'histoire. Finalement, qu'est-ce qu'on en retient? Chacun de nous est différent. Ce qui fait notre richesse, finalement, ce qui fait notre trésor intérieur, entre guillemets, c'est cette composition de forces positives. Et on se sent, alors je pense que vous avez déjà commencé à parcourir ce schéma, on se sent en harmonie avec quelques-unes de ces vertus. En tout cas, on sent qu'on a individuellement cette chose-là, la ressent plus profondément en nous. Elle nous parle, ces qualités. On se sent en résonance avec elle et on verra que c'est en cultivant et en améliorant ces différentes qualités que nous améliorerons notre bien-être et notre alignement. Mais peut-être qu'on peut revenir plus en détail sur ce graphique qui est assez dense. Oui, alors passons en revue les 6 vertus et ces 24 forces de caractère. Ce ne sont pas des talents hérités, comme vous le disait Tiffaine, ni des compétences ou des savoir-faire, comme le don de bien parler langue, par exemple, ou d'écrire ou d'être bon en maths, que sais-je. Dans le langage actuel, on dirait plutôt que ce sont des savoir-être ou des façons de se comporter dans la vie en général, qui pourront se déployer dans de très nombreux domaines, que ce soit la vie professionnelle, la famille, la vie amoureuse, amicale, sociale, etc. Alors, si on prend le premier, la sagesse, sagesse et connaissance, donc bon, déjà cette vertu un peu générale nous donne à voir ce que ça peut être, mais notons qu'à l'intérieur de cet élément-là, en tout cas de cette première partie, on y trouve la créativité ou l'ingéniosité, mais aussi la curiosité, l'ouverture d'esprit. Voilà, il y a 5 éléments, 5 forces de caractère qui sont décrites. Alors, créativité, vous voyez, sans faire des relations de cause à effet immédiat, parce que ça serait un peu trop court, on pourrait dire qu'un artiste va avoir tendance sans doute à s'appuyer davantage sur cette qualité ou cette force de caractère. Peut-être qu'un chercheur aussi va se retrouver notamment dans la curiosité, voilà, ou le sens critique, le discernement, l'ouverture d'esprit. Ça sera plutôt des gens qui se sentiront à l'aise dans des métiers comme la justice, la médiation, etc. Oui, deuxième grande vertu, et on fait le tour de ce schéma, le courage, avec 4 qualités qui sont associées au courage. Alors peut-être que la bravoure semble évident, c'est vrai qu'on y retrouve également l'honnêteté, l'intégrité et la sincérité. On peut retrouver en termes d'illustration et de métiers, peut-être les métiers liés à la justice, mais également des métiers de dirigeants, de militaires, etc., qui vont s'appuyer sur ces qualités-là. Et dans le courage, on retrouve également la joie de vivre et l'enthousiasme. C'est intéressant, je trouve, de faire ce lien-là, parce que c'est courageux de cultiver au quotidien. En tout cas, on verra que c'est aussi un effort de cultiver au quotidien la joie de vivre. Et là, on peut penser forcément aux spécialistes de la psychologie positive, mais finalement, c'est aussi
à la portée de tout un chacun. Alors, allons sur la case humanité que vous avez en haut à droite. Bien évidemment, humanité, on imagine gentillesse, générosité, on les retrouve, mais l'amour aussi, c'est-à-dire notre capacité d'aimer et aussi de se laisser aimer, peut-être une qualité propre à ceux qui sont dans les ressources humaines, mais pas exclusive évidemment. En tout cas développée sans doute par eux, et puis l'intelligence sociale, voilà, peut-être ceux qui ont des métiers dans l'engagement politique sont peut-être dotés davantage de cette force de caractère. Voilà, mais on peut aussi trouver cette force de caractère qui est d'ailleurs très appréciée dans chacun d'entre nous, et toutes les entreprises en sont plutôt friandes. Absolument, si on continue de gauche à droite, on peut passer sur la justice en bas à gauche de votre écran, et là on y retrouve alors évidemment l'équité, l'impartialité, mais également le leadership et la capacité à diriger qu'on va peut-être retrouver plus spontanément chez un manager ou chez un militaire par exemple, mais pas seulement finalement. On retrouve également dans la justice le travail en équipe et la fidélité, donc je pense que vous travaillez aussi chacun en équipe, donc c'est une qualité que vous avez sûrement développée. Passons ensuite à la tempérance que vous avez complètement en bas en bleu. Voilà, il y a 4 éléments qui ont été distingués pour évoquer cette tempérance: le pardon, l'humilité, la prudence et la discrétion, et la maîtrise de soi. Alors peut-être retenons que pour l'humilité, qui fait partie de la tempérance, eh bien on va plutôt avoir des acteurs qui, à un moment donné, vont pas forcément se mettre en avant, mais vont faire passer les autres en avant. Peut-être, moi je dirais peut-être des acteurs sociaux, mais encore une fois, il n'y a pas de relation de cause à effet directement, mais certains métiers pourront, en tout cas certaines personnes pourront s'épanouir davantage dans certains métiers. Voilà, et puis la maîtrise de soi dans la tempérance, moi je pense à des pilotes d'avion ou à des métiers qui demandent de la précision, voire même du risque. Voilà. Et dernière grande vertu qui a été identifiée par Seligman, la transcendance. Alors la transcendance, on peut penser assez spontanément peut-être à l'aspect spirituel, mais pas seulement. On y retrouve également la gratitude notamment, hein, on en reparlera tout à l'heure, c'est une qualité qu'on peut développer avec une multitude d'exercices qu'on avait déjà évoqués la première fois, on reviendra un petit peu là-dessus. Dans la transcendance, on retrouve également l'humour, l'enjouement, mais l'espérance également. Il n'y a pas forcément besoin d'être un saint pour cultiver cette qualité, donc voilà ce qu'on y retrouve. À noter qu'en fait, cette catégorisation, on la retrouve, en tout cas si vous souhaitez essayer de mettre en exergue les qualités qui vous ressemblent le plus. Ces chercheurs ont élaboré un test qui est accessible, et je pense qu'Emeline, si elle ne l'a pas déjà fait, vous transmettra le lien sur le chat. C'est intéressant de faire ce petit test, il est en version français et gratuit en ligne. Voilà, encore une fois, c'est vraiment à titre indicatif, mais ça peut être intéressant de comprendre sur quelles qualités finalement vous avez en point fort et sur lesquelles on peut travailler encore davantage. On reviendra tout à l'heure sur ce test, parce qu'on verra de quelle manière on peut l'utiliser au-delà de la connaissance qu'on peut avoir de soi-même, c'est-à-dire comment déployer aussi sa bonne énergie et se retrouver aligné. Voilà, moi, quand j'avais fait ce test, je me souviens que j'avais été, si ce n'est surpris, en tout cas surpris aussi par les premiers qui arrivaient et qui sont ceux sur lesquels on peut se baser, mais peut-être aussi un peu surpris par les dernières qualités dont je me disais oui, mais quand même. Voilà, mais n'empêche que les exercices qu'on va vous présenter cet après-midi vous montrent ça. Alors voilà, titre d'illustration, sachez que moi j'avais en numéro 1 curiosité, intérêt accordé au monde, capacité d'aimer et d'être aimé arrivé en numéro 2, joie de vivre, enthousiasme, vigueur, énergie en numéro 3, intelligence sociale en numéro 4, et puis ensuite perspective. Et donc ce qui est intéressant, c'est effectivement ce classement des 5 premiers qui disent quelque chose de ce sur quoi il nous faut investir ou investiguer. Voilà, on peut peut-être maintenant parler de ce qui développe notre engagement, toujours dans cette première étape de notre webinaire. Et vous avez sous vos yeux le fameux schéma qui a été réalisé par Mihai Csikszentmihalyi et qui définit ce qu'il appelle l'état de flow, voilà, et qui est en fait une expérience optimale
C'est en fait un état psychique dans lequel se trouve un individu fortement engagé dans une activité pour l'intérêt intrinsèque que représente cette activité et non pas dans l'activité parce qu'elle nous intéresse en tant que telle ou pour atteindre un objectif autre. L'activité là, en l'occurrence, est une fin en soi en fait. Et donc, dans cette activité, quand nous avons ce flow, eh bien, c'est que cet état est tellement agréable que nous n'avons pas envie, enfin, nous avons plutôt envie d'aller le rechercher, voilà, le plus souvent possible et parfois avec un coût élevé, notamment un effort. Et c'est juste pour le plaisir de l'atteindre, cet état de flow. Par exemple, les activités provoquant le flow sont des activités pour lesquelles on est donc intrinsèquement motivé. Voilà, mais attention, on peut aussi être motivé intrinsèquement pour effectuer une tâche du type lézarder au soleil, sans pour autant que ça soit une situation de flow. Pour qu'il y ait flow, tel que le décrit Mihaly Csikszentmihalyi, il faut de la concentration et des efforts. Et inversement, certaines activités nécessitent d'ailleurs beaucoup de concentration, mais pour autant ne motivent pas forcément l'individu. Elles ne génèrent alors non plus pas d'état de flow dans cette situation. Oui, peut-être pour compléter ce que tu disais, Jérôme, sur cet état de flow, ça me semble super intéressant, même dans sa journée, de décrypter est-ce qu'il y a un moment où je me suis sentie en état de flow dans ma vie professionnelle. Il faut savoir que ces activités qui provoquent le flow sont exigeantes, mais peuvent concerner n'importe quel domaine en fonction de vos propres centres d'intérêt et de vos compétences. Par exemple, ça peut être escalader une montagne, mais ça peut être jouer dans un orchestre, ça peut être faire de la cuisine, conduire une moto, même jouer avec ses enfants, où on développe de la créativité, où on peut se retrouver dans ces situations-là. En tout cas, toujours est-il que ça doit constituer une sorte de défi qui nécessite d'utiliser des compétences particulières. Il s'agit de situations où les exigences de la tâche correspondent exactement parfaitement à vos capacités propres. C'est-à-dire que vous vous sentez en mesure de mener à bien la tâche si vous y consacrez tous les efforts appropriés, bien sûr. Le flow, c'est aussi en fait une notion universelle. Il y a vraiment, c'est ce que je disais sur les centres d'intérêt, ça peut être très divers, chacun peut s'y retrouver. En tout cas, c'est intéressant de trouver ces activités qui nous engagent totalement, dans lesquelles on sent que vraiment on voit plus le temps passer. Quand on fait quelque chose, le temps passe à toute allure, on se sent complètement dans cette activité, on se sent immergé et on sent qu'on développe vraiment à la fois nos habiletés et à la fois nos compétences, qu'elles soient intellectuelles, émotionnelles. Et en tout cas, cette activité de flow, c'est ce qui nous garde aussi pleinement dans le moment présent. Alors, repérer, c'est pas inintéressant de faire cet exercice également, ce que pourrait être une situation de non-flow, entre guillemets, c'est-à-dire à travers cette double grille du niveau de défi et de la compétence perçue, eh bien, on se rend bien compte qu'effectivement, si on met en place, si on appelle peu nos compétences et que on n'a pas de niveau de défi, ben on va être dans l'apathie. Voilà. Et donc, vous voyez, les autres cases sont aussi intéressantes pour comprendre pourquoi, à un moment donné, on recherche une motivation qu'on a un peu de difficulté à trouver. Alors, passons sur le côté positif, puisque nous voulons vous préparer à faire ces exercices et justement à rechercher cet état de flow. Donnons-nous une minute pour faire remonter à notre souvenir une situation professionnelle pendant laquelle nous sommes particulièrement sentis en situation de flow. Voilà, observez bien cette grille qui est donnée et prenons une minute pour cela. Je vous propose que nous passions peut-être maintenant sur un autre sujet qui est celui de la confiance. Si tu veux bien nous passer la slide, Tiffaine. Oui, peut-être juste, Jérôme, on a Nadine sur le chat qui nous dit: «J'ai du mal à comprendre ce graphique», donc peut-être qu'on peut expliquer l'abscisse et l'ordonnée.
Ok, ça marche. En fait, la manière de construire cette grille, d'abord, ça a été suite à très très nombreux entretiens qui ont été menés dans le monde entier pour essayer de déterminer ce qui disait se réaliser pleinement sur un certain nombre d'activités. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, les deux éléments structurants de cet état de flow, c'est-à-dire cet état de bien-être, cet état dans lequel on avait le sentiment d'être en pleine possession de nos moyens, était lié à en fait deux éléments qui étaient qu'on mettait en convergence, qui étaient le niveau de défi et le niveau de compétence. Et donc du coup, le niveau, un haut niveau de compétence enfin en tout cas une mobilisation d'un niveau de compétence importante sur un haut niveau de défi, eh bien c'est ce qui fait qu'on va être concentré, qu'on ne va pas voir le temps passer, qu'on va avoir le sentiment d'être en pleine réalisation. Mais en échange de quoi, enfin ou en tout cas à l'inverse, si on est sollicité sur un haut niveau de compétences que nous n'avons pas forcément, enfin en tout cas sur un défi élevé, mais pour une compétence que nous n'avons pas forcément, eh bien ça va créer au contraire du stress, de l'anxiété. Voilà. Et à l'inverse, eh bien, on va voir ce que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, qu'il y a en fait différents états de relaxation. Par exemple, je pense à des artisans qui connaissent très bien leur boulot et qui font parfois des boulots un peu répétitifs, mais pas répétitifs dans des tâches identiques, des tâches qui leur demandent beaucoup de concentration, c'est-à-dire qui mobilisent un haut niveau de compétences, mais qui sont pas forcément des défis assez importants. Ben, ces gens-là vont être plutôt dans un état de relaxation. Et c'est pas exactement ce qu'on appelle le flow, même si c'est plaisant de le faire. Voilà, donc c'est ce que vous avez sur la droite pour le niveau de compétences élevé, et c'est ce que vous avez en ordonnée sur le niveau de défi. Est-ce que ça a été un peu plus précis? Super. J'espère que ce sera plus clair comme ça. En tout cas, on pourra prendre des questions également tout à l'heure si jamais il restait des questions. On va passer à la slide suivante avec la question de la confiance, Jérôme, qui est super importante aussi. Oui, et alors du coup, la question, existe-t-il un questionnaire pour évaluer les domaines de notre personnalité? Oui, il en existe plein, on va en voir. On va reprendre tout à l'heure celui de Seligman pour vous faire un exercice, mais il en existe plein d'autres, évidemment, avec toujours un peu un risque, notamment pour tout ce qui est MBTI, etc., d'être un peu réducteur, c'est-à-dire en fait, à un moment donné, d'avoir tendance ou avoir peut-être une certaine propension à vouloir se conformer, alors que ce ne sont que des indicateurs. Alors passons sur cette question de la confiance. J'ai envie de dire, essayons de la traiter par deux niveaux. La confiance envers les autres, en quoi elle joue sur notre bonheur, et aussi la confiance envers soi-même. Alors confiance envers les autres, on l'avait un peu abordé dans le deuxième webinaire, mais je vais faire simplement quand même quelques rappels par rapport à ça. D'abord, la défiance, qui est l'inverse de la confiance, c'est un système réflexe qui sert à réagir rapidement face à un risque important. Elle joue notamment sur les biais cognitifs et les stéréotypes que nous avons évoqués la dernière fois. Le gros problème de la défiance qu'on peut mettre en place, c'est qu'elle use notre énergie et ne nous permet pas de prendre ni recul, ni d'accéder à notre résilience ou à notre créativité. Alors, il peut nous arriver de nous faire berner de temps en temps parce que nous n'avons pas été suffisamment vigilants, et c'est la raison pour laquelle en fait on développe ce système de défiance, notamment quand on a à faire face à un prédateur ou à un manipulateur. Mais si cela nous conduit à être, systématiquement suspicieux, eh bien en fait c'est la double peine en quelque sorte. Statistiquement, la relation à l'autre, elle est bien plus souvent bienveillante dans son intention que malveillante. Mais une attitude de défiance engendre aussi la défiance de l'autre. Donc on voit vite qu'on rentre dans un cercle vicieux qui ne nous fait pas du bien. Et nous avons donc plutôt intérêt à miser sur la confiance envers les autres. Alors attention, hein, contrairement aux idées reçues, si je dis miser sur la confiance, c'est parce que la confiance, elle ne se mérite pas, elle se donne, contrairement à tout ce qu'on peut envoyer comme message en permanence, donne-moi des bonnes raisons de te faire confiance. Non, en fait, la confiance, elle se donne. Physiologiquement parlant, en tout cas, nous avons tout intérêt à vivre dans ce postulat. Voilà, et puis nous reviendrons sur ce point lors du 4e webinaire qui est consacré à la relation à l'autre, dans laquelle on décortiquera davantage ce qui se passe dans la relation. Confiance à l'autre, et on peut parler aussi de confiance en soi. Je pense notamment à une des réponses au sondage, hein, voilà, la confiance, la confiance que vous faites, en tout cas, c'était une des choses que vous souhaiteriez voir changer en premier lieu pour 20% d'entre vous, donc c'est quand même assez conséquent. Donc la confiance en soi, en effet, contribue à notre bien-être au quotidien. Je dirais que
son absence ou sa carence renvoie en tout cas à des postulats pédagogiques erronés, basés sur une priorité donnée au redressement de nos fautes et non à la valorisation de nos talents. On passe notre temps à corriger nos erreurs plutôt qu'à travailler sur nos talents. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait très tôt compris Maria Montessori, que vous connaissez sûrement, médecin, psychiatre, anthropologue, née en 1870. Finalement, on peut se dire qu'elle était assez en avance sur son temps. Elle a été suivie depuis par nombreuses personnes qui ont constaté ces résultats assez extraordinaires qu'elle a pu obtenir. Et en fait, elle partait du postulat que chacun portait en lui le désir d'apprendre et le désir d'être autonome, à condition, bien sûr, qu'on croit en la capacité de chacun de le découvrir et de se réaliser. C'est le principe de la confiance. En tout cas de le porter en soi et de porter ce regard aussi sur les autres. On pense notamment Maria Montessori au milieu de l'éducation, à la confiance qu'on peut accorder aux enfants qu'ils ont de réussir. En tout cas, cette confiance en soi et cette confiance envers les autres nous amène assez naturellement, on peut se dire, vers le sujet de la gratitude. C'est un sujet qu'on a abordé lors du premier webinaire assez longuement et on reviendra également à la fin de ce webinaire là-dessus. Et en tout cas, on souhaitait vous proposer également, comme tout petit exercice pour terminer sur ce thème de la confiance, de prendre le temps, quelques secondes, ou même a posteriori, quand on raccrochera tout à l'heure, de décider aujourd'hui à qui vous avez envie de donner ou de redonner votre confiance. Parce qu'encore une fois, c'est un acte vraiment volontaire. Peut-être qu'on peut en rester là pour cette première partie, Jérôme. Le temps file. Très bien. Très bien. Eh bien, peut-être juste se rappeler ce qu'on vient d'évoquer. La première chose, notre modèle de société n'est pas orienté vers le capital suprême. Bon, il y a un certain nombre de constats qu'on a posés qui laissent supposer que cette allégation n'est pas fausse, mais pour autant, est-ce une raison pour ne pas le rechercher, ce capital suprême? Oui, une deuxième chose que nous avons abordée, les leviers du bien-être sont connus. On peut notamment s'appuyer sur le modèle PERMA. En tout cas, pour les mettre en œuvre, c'est une action volontaire de notre part. Il faut trouver, faire briller, en tout cas, notre propre trésor, ou en tout cas ce qui nous anime le plus profondément. Voilà, et puis le dernier point, c'est pour nous aligner, puisque c'est le sujet de notre webinaire, il faut commencer par accueillir ce qui nous est donné, peut-être d'ailleurs nous accueillir aussi nous-mêmes, et puis de vivre et de développer cela dans notre confiance. Absolument. On va maintenant aborder une deuxième partie. On va essayer de vous donner le plus d'outils pratiques possibles. En tout cas, on l'a conçue pour qu'elle nous permette de chacun nous mettre en route vers notre Ikigai. C'est sûrement un mot que vous avez peut-être entendu parler. On va découvrir cette notion. Au programme de cette deuxième partie, en tout cas, on va essayer d'oser, parce que la vie nous a été donnée et donc la résilience peut être un chemin en tout cas. Oui, et puis on se dirait également qu'il faut que nous consacrions davantage de temps à découvrir ce qui nous réalise, déjà, plutôt qu'à nous morfondre sur ce que nous n'avons pas ou que nous ne pouvons pas faire. On essaiera également de définir des objectifs progressifs et réalistes en faisant petit à petit évoluer nos rituels. Et puis on réfléchira à la manière d'investir sur nos talents, c'est-à-dire sur ce que nous faisons naturellement avec entrain et facilité pour nous doper en énergie positive. On essaiera également, on l'a vu tout à l'heure, de faire de notre engagement professionnel le lieu du déploiement de nos qualités. Et puis on terminera par la gratitude qu'on a évoquée tout à l'heure, laissons éclater notre enthousiasme via la gratitude, quelques exercices pour cela. Alors, on peut commencer tout de suite, en tout cas, pour se mettre en route. Un premier exercice, en tout cas un premier thème, c'est de réussir à nous poser les bonnes questions. En effet, je pense qu'il appartient à chacun de décider de se mettre en route. C'est une action volontaire. En principe, on a tout l'équipement nécessaire, on a les capacités, en tout cas, de se mettre en route. Encore faut-il se poser les bonnes questions ou au moins les formuler convenablement. Pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, si vous vous dites pourquoi j'arrive pas à être heureux, pourquoi je suis déprimée aujourd'hui, ah, et puis pourquoi j'ai arrêté mes études, j'aurais pu faire autre chose, ah, et puis, en fait, la formulation par la négative, en tout cas, il y a de fortes chances, j'ai envie de dire, Jérôme, que ça aide pas beaucoup à être constructif.
Et du coup, notre proposition, ça part d'un constat qu'il est plus utile de prendre le temps de répondre à des questions plutôt positives, alors comme celle que vous voyez apparaître sur votre écran et qui nous est proposée par Christine Michaud, qui est une spécialiste de la psychologie positive. Voilà, je me permets de vous les lire peut-être assez lentement pour qu'elles puissent vous imprégner. Qu'est-ce qui me permet de me sentir en confiance? Qu'est-ce qui pourrait me permettre de me sentir en confiance? Dans quelles circonstances suis-je capable d'être authentique? Voilà, je vous laisse mûrir ça aussi. À quel moment suis-je dans le moment présent, justement? Comment m'entourer de bonnes personnes? Que dois-je faire pour retrouver de la motivation dans mon travail? Et puis, peut-être une dernière question, qu'est-ce qui, dans 20 ans, me donnerait le sentiment d'avoir pleinement vécu? On le voit, hein, c'est des questions qui sont assez puissantes. On a décidé de vous mettre, à contribution, en tout cas, on pensait que c'était utile. On va vous laisser, 3 petites minutes avec une délicieuse musique, pavane, interprétée par Gabriel Fauré pour vous laisser le temps de la réflexion. On vous invite à prendre un petit morceau de papier, un crayon, sélectionner une de ces questions et de commencer à jeter comme ça 2-3 premières pistes de réponse. Allez, c'est parti. À tout de suite. Alors, pourquoi cet exercice?
Parce qu'en fait, nous vous encourageons vivement à ne pas chercher à donner des réponses à des questions qui sont négatives, mais plutôt à chercher votre quête, vers quoi vous souhaitez orienter, quelles sont les intentions que vous avez. Et aujourd'hui, par exemple, on pourrait s'interroger sur les raisons qui vous ont poussé à participer à ce webinaire. Peut-être que c'est aussi une réponse à une forme de quête. Voilà pour Bon, ce chapitre. en tout cas, j'espère que l'exercice a été déjà fructueux. Et puis, bien sûr, c'est un format un petit peu court. D'ailleurs, on va dépasser un petit peu l'heure de midi, mais ce n'est qu'un démarrage, on va dire. On vous invitera bien sûr à poursuivre à la suite. Alors, on peut peut-être continuer. Hop. On a réfléchi tout à l'heure autour du modèle des forces de caractère. On a passé en revue les 24 forces de caractère qui sont abordées pour... Alors, je vais quitter cette slide juste un petit instant. Qui sont abordées par Seligman et Peterson. Alors, je n'ai pas la bonne slide. Pardon. J'ai un petit souci technique, Jérôme. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi. Tac. Un petit instant, désolé. Et voilà, c'est bon, on est revenu. Et donc, en effet, comme deuxième exercice, on vous a présenté les 24 forces de caractère tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment important de se donner les moyens de connaître ce qui nous stimule particulièrement, et plutôt que d'investir sur ses défauts, investir sur ce qui nous stimule et y investir du temps et de l'énergie, en tout cas à bon escient. Et lorsque vous aurez fait le test qu'on vous a transmis tout à l'heure, mais ça peut être aussi via une introspection personnelle, juste jeter sur le papier peut-être les 5 qualités dans lesquelles vous vous retrouvez le mieux. En tout cas, on pourrait vous préconiser de réfléchir à une manière de les appliquer, ces qualités ou ces forces de caractère, dans un autre environnement que celui dans lequel vous l'exploitez actuellement ou habituellement. Et se donner des petits challenges peut-être, d'essayer de faire une action, de se donner un petit défi. En tout cas, si ça vous met en joie, on peut se dire que ça vous rendra heureux que de travailler sur ces qualités. Alors, comment choisir, définir cette action sur laquelle vous allez pouvoir vous exercer? Probablement, peut-être en formulant une question précise. Toujours la quête qu'on évoquait tout à l'heure. Par exemple, quelle est la décision qui me permettrait aujourd'hui de gagner 5% de bien-être supplémentaire? 5%, on devrait y arriver, donc c'est un objectif qui est réaliste. Ou bien quelles sont là où les forces de caractère que je vais particulièrement m'attacher à mettre en œuvre pour y parvenir. Essayer de vous trouver, comme le disait Tiffaine tout à l'heure, en résonance avec l'une de ses vertus ou l'une de ses forces de caractère, et vous allez découvrir qu'il y a peut-être un champ beaucoup plus large. Et puis aussi, bien sûr, vous posez la question, quels moyens suis-je prêt à mobiliser pour cette action? Ensuite, une prochaine étape, une fois qu'on a un peu ciblé ces qualités, c'est d'oser. Il n'y a pas d'autres conseils qu'on peut vous donner, c'est de se mettre en route, d'oser, parce que la vie nous a déjà été donnée. C'est le titre qu'on a souhaité donner à cette slide. On estime finalement qu'on a peut-être tous de bonnes raisons de ne pas réaliser nos rêves, ou en tout cas de ne pas faire ce qu'on aimerait faire. Et pourtant, la vie est courte, on le dit souvent, mais c'est bien de se rappeler. Et on risque fort de nous dire dans quelques années que nous sommes passés à côté. Donc, oser la vie, en fait, c'est déjà prendre conscience qu'elle nous a été donnée gratuitement et qu'elle nous sera finalement retirée un jour. Donc, autant y aller. Du coup, oser la vie, c'est vraiment prendre conscience de notre existence chaque jour, mais comme si c'était le dernier. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que lorsque l'on médite ou lorsque on se concentre simplement sur notre respiration, exercice que nous avons fait au début, eh bien déjà nous prenons conscience que nous avons l'essentiel. Bien sûr, et puis oser, c'est aussi vivre le moment présent. Finalement, c'est accueillir ce qui nous est donné avec gratitude. On le répète souvent ce mot, mais ça va s'ancrer. Et répondre, en tout cas, avec élan et énergie à ce que la vie nous offre. Oser la vie, alors je vois Sophie qui dit j'adore, eh bien nous aussi, c'est aussi être attentif à cet appel qui nous est fait d'apporter notre contribution au bien-être de notre entourage et plus largement de notre humanité. Et cela passe vraiment par la prise de conscience que nous sommes tous reliés. D'ailleurs, les grands penseurs expliquent souvent que nous faisons partie d'un tout et qu'en même temps, nous sommes aussi ce tout. Oui, et puis oser la vie, réaliser ses rêves, finalement, c'est accepter de faire fructifier ce qui nous a été donné.
Alors vous me direz, c'est peut-être pas si simple, voilà, il y a peut-être des barrières, même si on a essayé de les faire tomber aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut réfléchir au risque, est-ce qu'on a un réel risque encouru à finalement jeter notre sac de l'autre côté de la barrière, nous forcer à l'enjamber comme pour engager la démarche et finalement pour réaliser nos rêves plutôt que de passer à côté de notre destin? Alors pour vous aider à oser, on passe nécessairement vite maintenant sur un certain nombre d'éléments, mais on vous a dit à quel point il était important de faire des exercices, de pouvoir s'entraîner. Et nous proposons eh bien finalement peut-être 2 séries d'ouvrages qui vous feront du bien. Le premier sous forme de roman, les deuxièmes on les reverra tout à l'heure plutôt sous forme de guide pratique, hein, dans lesquels on peut s'appliquer pendant plusieurs semaines. Voilà, je citerai notamment Daniel Bloin avec Sortie de zone qui a risqué, a osé justement la vie et a pris un virage alors que tout allait bien, mais simplement il se sentait pas forcément plus en tout cas forcément aligné par rapport à ce qu'il faisait. Frédéric Lenoir dans un roman magnifique, La Consolation de l'ange, on voit et qui met en face, en scène plus exactement, une vieille dame qui arrive en fin de vie et un jeune qui a plus trop goût à la vie. Christine Michaud, une irrésistible envie de fleurir, beau parcours également dans ce roman que cette femme qui est à la recherche d'elle-même et qui va trouver un certain nombre de personnes qui vont lui permettre de se réaligner. Et puis bien sûr Maud Ankawa avec Kilomètre Zéro ou Respire. Kilomètre Zéro a été l'objet d'un best-seller, mais Respire est aussi très intéressant. Et j'aurais envie aussi de vous proposer Christiane Singer avec Dernier fragment d'un long voyage, ouvrage qu'elle a écrit dans les 6 derniers mois de sa vie après avoir appris qu'elle était frappée d'un cancer et de toute façon elle n'a pas mis longtemps avant de se rendre compte que ce cancer l'a rongée et voilà, et dans ces moments de douleur elle a découvert la beauté de la vie. Alors ça peut être aussi une personne qu'on a déjà citée comme Étienne Soum, mais aussi peut-être qu'on peut se souvenir qu'un certain nombre de personnes ont vraiment osé, et en particulier quand les situations que vivaient étaient pourtant très compliquées. Je pense notamment à Alexandre Jolien, qui en fait est né avec un handicap extrêmement lourd et qui est aujourd'hui un superbe philosophe qu'on voit souvent associé à 2 autres personnes, Mathieu Ricard et Christophe André, ou Philippe Croison qui a perdu ses 4 membres suite à un choc électrique, enfin même plusieurs, et qui aujourd'hui a parcouru les mers et également a fait le Paris-Dakar. Enfin bref, un certain nombre de personnes. On vous redonnera les références tout à l'heure. Oui, peut-être qu'on peut aussi, pour une autre suggestion, vous proposer de suivre un programme ou en tout cas, voilà, pour ancrer les conseils qu'on a pu donner aujourd'hui et puis ancrer le bien-être durablement. Programme, c'est un grand mot, mais en tout cas, ce qu'on souhaitait faire passer comme message, c'est que c'est vraiment un exercice au quotidien et qu'il faut cultiver cet effort. Et en tout cas, c'est par la répétition que petit à petit, notre cerveau prend des routes aussi, des chemins, des raccourcis vers le bien-être. On peut vous conseiller aussi quelques ouvrages qui justement sont sous forme de manuels avec beaucoup d'exercices pratiques, tels que Mon projet bonheur de Christine Michaud, qu'on a déjà cité, mais également 3 kiffs par jour, hein, qui est de Florence Servan-Schreiber, qui insiste beaucoup sur la question de la gratitude. Et puis également l'apprentissage du bonheur, hein, de Tal Ben-Shahar, qu'on a cité également, qui est vraiment, vraiment très instructif. Ils sont conçus comme des manuels, on ne les lit pas d'une traite, c'est pas un roman, mais on le pose, on s'exerce, on le reprend quelques jours plus tard, et en fait, ça nous permet de nous mettre en route jour après jour, en tout cas d'instaurer un changement vers le bien. Alors, nous vous avions promis de vous parler un peu plus de l'ikigai. De fait, le sujet de notre webinaire s'adresse évidemment à chacun de nous dans ce qu'on a de plus intime, mais c'est aussi destiné à nourrir notre engagement professionnel. Parce que avoir des buts, des projets, des objectifs de vie nous rend heureux. Et c'est ce qu'on appelle l'ikigai, vocation notamment à ces centenaires de l'île d'Okinawa au Japon. Vous voyez ce schéma qui non seulement ont découvert en fait que derrière leur accomplissement, eh bien en fait on a une vraie capacité, propension à être plus heureux. Et d'ailleurs, ça nous aide, cet ikigai, c'est-à-dire le fait d'être aligné à nous-mêmes, nous aide également à vivre plus vieux et en meilleure santé. C'est ce qu'ont pu démontrer toutes les études qui ont été faites, notamment auprès de cette communauté ou de ceux qui arrivent à suivre leur ikigai. Oui, et donc à travers ce schéma qu'on vous propose, on a envie de se demander chacun, et puis on vous pose la question aussi sur le plan professionnel, avons-nous et avez-vous trouvé votre ikigai? C'est-à-dire, en fait, l'ikigai, c'est une activité
qui associe plusieurs choses, à la fois ce pourquoi vous êtes doué, ce que vous aimez faire, ce dont le monde a besoin et ce qui nous permet d'en vivre. Donc ce pourquoi vous êtes payé, c'est le dernier. Et donc au croisement de ces 4 sphères, on trouve l'ikigai, donc un peu le champ de la réalisation. Le Graal, en quelque sorte, si on arrive à réunir ces 4. Alors, ne nous trompons pas, hein, ceux qui continuent à faire un travail qui les rend malheureux, il faut juste qu'on soit au clair avec ça. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu le choix de faire ce travail, mais bien parce qu'ils ont fait un choix qui les a rendus malheureux. Et donc, on a toujours cette faculté de pouvoir faire les choix qui nous orientent vers ce qui va nous rendre heureux. En tout cas, je pense qu'on peut se rappeler que rien n'est figé, tout évolue, et puis on est aussi un peu maître des changements qu'on a envie d'instaurer dans notre vie. On vous propose, même si le temps passe, on va encore rester pour finir 10 petites minutes ensemble, je pense, mais on vous propose quand même de prendre le temps de vous souvenir d'un de vos faits préférés qui serait survenu dans le cadre de votre travail et qui en a fait une expérience positive. On vous pose la question là tout de suite, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut se demander un peu au quotidien ou chaque semaine. Alors nous, chez ADO, par exemple, le lundi matin, parfois on disait quel fait marquant de la semaine dernière vous a pleinement épanoui, et en fait on faisait un tour de table de la positivité. C'est pas mal pour se lancer le lundi matin, en tout cas ça fait du bien. C'est un peu le même principe que la minute heureuse aussi, hein, se remémorer un événement qui nous a pleinement épanoui. C'est pas mal de le faire le matin, et de le faire en équipe et de le partager aussi, hein. Ça diffuse vraiment l'énergie positive. Et moi, je me rappelle la dernière fois qu'on a parlé de Minute Heureuse dans le premier webinaire, j'avais tout de suite visualisé en fait la construction de cette série de 4 webinaires qu'on a réalisés, parce que c'est des thématiques qui me font vraiment écho, dans lesquelles je me sens, en tout cas, qui me nourrissent au quotidien dans ma manière d'être. Construire ces 4 webinaires qu'on vous propose, ça a été aussi l'occasion de mobiliser toute l'équipe avec un questionnement de qu'est-ce qui vous anime les uns et les autres, avec cette notion de partage aussi dans un moment de confinement qui était vraiment assez délicat pour les uns et les autres. Donc voilà, moi c'était pour donner un petit exemple, mais en cas de plein épanouissement ou d'ikigai, on va dire. Mais on vous invite à y réfléchir par la suite. Et alors, Tal Ben-Shahar, au-delà de ce modèle de l'ikigai, nous propose de nous interroger. Notre métier actuellement est-il, à nos yeux, un simple boulot? Est-ce que c'est une carrière ou est-ce que c'est une vocation, hein? Vous voyez, on voit bien les 3 éléments qui ressortent aussi de ça. Et il poursuit en disant, il faut fournir un effort conscient et concerté pour trouver sa vocation. Car le plus souvent, on se dirige vers ce que l'on sait faire et non pas ce que l'on veut faire. Et comme nous l'évoquions tout à l'heure, les conseillers en recrutement, par exemple, s'attardent davantage sur nos atouts que sur nos passions. Et là, de mon point de vue, ils se trompent. Au lieu d'être des découvreurs de pépites en devenir, par exemple, ils s'arrêtent en chemin, en listant les compétences qui collent avec la définition de poste. Voilà. Et donc, moi, je me souviens avoir, il y a 2 ans, fait un grand virage là-dessus après avoir découvert les pépites qui m'entouraient dans l'équipe. Bon, alors on va parler d'Élodie qui est pas loin derrière et qui avait plutôt un boulot administratif et dont j'ai couvert tous les talents, notamment c'est elle qui aujourd'hui nous développe nos sites internet, les maquettes, a une capacité à pouvoir rebondir d'une chose à l'autre. C'était totalement inattendu, ça faisait déjà quelques années qu'elle était avec nous et finalement, si je n'avais pas posé la question, ou si on ne s'était pas posé pour savoir ce qui nous faisait envie, ce vers quoi nous avions envie de tendre, eh bien je me serais dispensé de ces énormes talents qui aujourd'hui nous permettent d'être bien plus présents, notamment via ce type de webinaire. Absolument, Jérôme. Et d'ailleurs, Tal Ben-Shahar, encore lui, hein, mais nous propose une grille de 3 questions pour trouver l'emploi qui peut nourrir un peu ce capital suprême de bien-être au quotidien. Il nous invite à répondre à 3 petites questions très simples. Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Et quels sont mes atouts? Et finalement, ces 3 petites questions, on peut aussi se dire dans un entretien annuel, voilà, est-ce que ou quand on est un peu à un carrefour de notre vie, et là, le moment de confinement a été si particulier que c'est intéressant de se les poser, surtout en ce moment. Et ben, ça peut être un guide intéressant en tout cas, pour se mettre dans un état d'esprit positif, et puis pour que ce soit très constructif, pour mieux savoir vers quelle activité on a envie de se tourner.
Et n'hésitez pas d'ailleurs à faire des listes, listes autour de ces 3 questions. Et quand vous allez trouver des recoupements possibles, on va dire de ce qui fait sens pour vous, ce qui vous fait plaisir et ce que vous considérez comme des atouts, il y a quelques chances que vous commenciez à cheminer vers votre ikigai. Un dernier chapitre, dernier élément, en tout cas petit outil pratique, Jérôme, sur la gratitude. On en a parlé plein de fois, mais c'est vraiment, vraiment fondamental. C'est vraiment une découverte quand on l'a fait, qu'on lâche plus. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous qui avaient suivi le premier webinaire, voire même que nous avions rencontré dans un certain nombre de rencontres organisées sur les territoires, nous ont dit qu'ils continuaient à faire cet exercice de la gratitude qui a une capacité d'ouverture énorme. Alors c'est aussi pour nous un trait d'union avec notre prochain webinaire dont on vous disait qu'il allait porter sur la relation. Voilà, se rappeler l'importance de ceux qui nous entourent et qui nous aident à devenir davantage nous-mêmes, c'est en fait prendre la possibilité de pouvoir goûter à finalement cet environnement qui apparaît bien plus positif quand on pose ce regard de gratitude. Voilà, pour en être conscient, nous vous rappelons ces exercices quotidiens des gratitudes. Moi, je vous confirme le faire au quotidien. Chaque soir, avant de vous endormir, remémorez-vous par exemple le cours de votre journée, identifiez les moments qui vous ont particulièrement touché ou qui vous ont ému, émerveillé, enjoué, stimulé, énergisé, enfin bref, trouvez le qualificatif qui vous va le mieux, là où en tout cas vous vous êtes senti particulièrement vivant. D'ailleurs, on peut retenir, en tout cas, Florence Servan-Schreiber, dans son ouvrage, nous conseille d'en retenir 3 à 5 moments de gratitude et soit de les écrire sur un journal, et puis d'exprimer aussi par la pensée celui ou celle à qui c'est destiné. Mais Florence Servan-Schreiber nous invite aussi à le partager en famille. Elle nous dit, en fait, dans les dîners en famille, ça fait un tabac, c'est terrible quand tout le monde fait le tour des moments les plus forts de sa journée ou de sa semaine, ça peut, voilà. En tout cas, ça a vraiment un impact super fort dans les liens, aussi dans le collectif. Alors, ça peut être en famille, mais voilà, nous, on le fait aussi en équipe de travail. Et ce qu'on a dit la dernière fois, notre cerveau développe des routes. Donc, plus souvent on fait cet exercice, plus on aiguise aussi son attention envers les moments qui nous provoquent du bien-être, et plus on sera en mesure, peut-être que le premier jour, vous trouverez 1 ou 2 éléments, et puis en fait, une fois que vous aurez pratiqué cet exercice, vous aurez plus assez de place sur votre feuille pour lister les moments de gratitude de votre journée. Donc, c'est quelque chose, encore une fois, c'est un exercice à faire au quotidien. Bon, alors il nous reste maintenant, même si on serait très heureux de rester encore des heures avec vous, mais on avait prévu un calibre qui soit acceptable pour vous aussi et pour vous permettre de respirer, puis ensuite peut-être de digérer ce qui a été évoqué. Alors peut-être faire un rapide résumé de ce qu'on vient de voir en cette partie 2. D'abord, on s'est dit il faut qu'on se pose des bonnes questions. Et notamment, les bonnes questions, c'est celles qui vont orienter vers l'intention qu'on veut donner à notre vie. Et puis, bien sûr, après qu'on se soit posé les questions, eh bien, s'exercer en exploitant surtout nos qualités. On a également beaucoup parlé de l'ikigai avec ce fameux schéma, qui cherche son ikigai dans son activité professionnelle. Il faut bien avoir en tête que c'est aussi participer au développement de notre humanité, parce que c'est une des 4 sphères. Voilà, et puis gratitude, toujours gratitude, nous avons mis en synthèse. Oui, on est absolument convaincu que c'est le plus court chemin vers notre réalisation parce que ça nous ouvre l'esprit, donc user et abuser. Voilà, on souhaitait également vous partager quelques ouvrages, Jérôme les a déjà commentés, et puis on vous les transmettra également, ils seront disponibles dans le support. Pour conclure, on trouve ça intéressant de s'enrichir de tous ces auteurs. On a parlé de Maud Kawa qui a un voyage initiatique au Népal, du personnage Maël, qui se transforme au fur et à mesure des jours. C'est vraiment enivrant. Voilà, on les a, c'est vrai que je les ai un peu déjà... On les a déjà décrits, ouais. Donc je pense qu'on peut sans doute conclure, Tiffaine, si tu en es d'accord, en annonçant peut-être... En effet la liste des différents ouvrages. En conclusion, je ne sais pas si tu avais un petit mot de la fin, Jérôme.
Oui, bah, le mot de la fin, c'est en fait, on a toujours cette possibilité de nous mettre en route. Il faut effectivement ne pas croire que ça nous tombe du ciel, ni qu'on est responsable, coupable d'un certain nombre de pensées qui peuvent nous traverser, qui sont négatives. Mais par contre, on a, donc si on n'est pas responsable, c'est ce qu'on disait au deuxième webinaire, notamment de ce qu'il nous traverse, on est responsable de ce qu'on en fait. Et vous voyez qu'il y a en fait un chemin pour pouvoir transformer nos envies, nos intentions, notre quête de cette recherche du bonheur, du bien-être. Il y a des chemins, voilà, et encore une fois, ce que nous avons abordé aujourd'hui est tout à fait développé intelligemment dans des manuels qui vous aideront énormément. N'hésitez surtout pas à vous plonger dedans, oser en quelque sorte la vie, oser vous prendre en main et vous faire du bien. Absolument. Si vous avez besoin de revoir cette heure qu'on a passée ensemble, le replay sera disponible d'ici peu sur le site internet adeoconseil.com. On aura également un prochain rendez-vous et ce sera le dernier épisode de cette série de 4 rendez-vous. Jérôme en parlait tout à l'heure, ce sera le jeudi 4 juin, même lieu, même heure, de 11h à midi à peu près, sur la relation à l'autre et comment enrichir cette relation. Donc voilà, ce sera pour clôturer aussi cette période si particulière qu'on a vécue et on espère que ce sera très riche pour vous et pour nous. En tout cas, on y prend énormément de plaisir à chaque fois avec Jérôme et Emeline à animer et puis toute l'équipe qui est derrière aussi en préparation. On prend beaucoup de plaisir à passer ces moments avec vous. On espère que c'est réciproque. D'après vos réactions, ça a l'air. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Si jamais il y avait quelques questions, on peut encore rester quelques minutes. Et puis sinon, on vous souhaite une très belle journée, un très bon appétit, et puis à bientôt. Merci de nous avoir suivis et de nous avoir fait confiance.